Bonjour les amis, alors dans cette vidéo on va parler des arrêts de principe. Vous le savez peut-être, à l'université vous avez des exercices juridiques pour lesquels on ne vous donne pas véritablement d'informations sur certains aspects. Et c'est le cas typiquement du commentaire d'arrêt. Pour faire un commentaire d'arrêt, on vous explique généralement rapidement la méthode, mais on ne vous parle pas de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire ce que c'est qu'un arrêt de principe, ce que c'est qu'un arrêt de rejet, comment lire un arrêt de la Cour de cassation, quelles sont les différentes formations de la Cour de cassation et du Conseil d'État, etc. Donc cette vidéo, ça a vraiment pour but de vous donner toutes les informations que vous devez savoir sur l'arrêt de principe, notamment pour vous aider à réaliser vos commentaires d'arrêt, mais ça vous servira aussi pour les fiches d'arrêt. En fait, ça va vous servir à deux choses. Première chose, les éléments qu'on va voir dans ce cours vous permettront de mieux comprendre les arrêts que vous allez lire. Donc si vous les comprenez mieux, vous allez faire des meilleurs commentaires. Et deuxièmement, vous allez pouvoir, à partir de ces éléments, pouvoir réutiliser ces éléments de connaissance directement dans vos commentaires d'arrêt, peu importe l'arrêt sur lequel vous tombez, puisque ce sont des éléments de connaissance générale. Donc ça permet d'impressionner votre correcteur et surtout de vous distinguer de la plupart des autres étudiants et donc, in fine, d'augmenter votre note. On va voir ça tout de suite, c'est parti. L'arrêt de principe, c'est un arrêt qui est posé par une juridiction à l'occasion duquel elle pose une certaine interprétation d'une règle de droit qui va prendre la forme d'un principe général ayant vocation à s'appliquer à l'avenir dans des cas similaires. Voilà pour la définition. Donc rassurez-vous, on va revoir un peu tout ça en détail. Donc pourquoi l'arrêt présente une importance certaine? Parce que la juridiction entend ici poser une solution jurisprudentielle, une règle, une interprétation jurisprudentielle qui va aller au-delà de la solution spécifique qu'elle va juger. C'est-à-dire qu'elle a vraiment vocation à s'appliquer à des cas similaires, comme une règle de droit, comme une loi, si vous voulez. Donc la solution sera la plupart du temps reprise par les tribunaux et les cours d'appel, donc par les juridictions de première instance et par les cours d'appel, qui auront à se prononcer sur une affaire similaire dans une formulation identique. Ce type d'arrêt a donc une portée importante. C'est ce qui nous intéresse, nous, pour les commentaires d'arrêt. Ça a une portée importante parce que ce sera réutilisé par la suite. Et c'est pour ça d'ailleurs, on en reparlera après, que les grands arrêts que vous apprenez, ça commence dès la L1, mais il y en a beaucoup en L2, en droit des contrats et en responsabilité civile, que certains arrêts portent des noms. Quand on va vous dire l'arrêt Costé-Dohat en droit des contrats ou l'arrêt Nicolo en droit administratif, tout ça, ce sont des arrêts de principe. Donc on va les citer dans des manuels. Pourquoi? Parce que ça a une portée importante. Alors ça, c'est simplement pour que vous connaissiez et que vous évitiez de mal utiliser ces noms dans vos copies. Donc un arrêt, on parle d'arrêt, on utilise la formule un arrêt quand la décision est rendue par une juridiction qui a le nom de cour. Donc ça peut être la Cour de cassation ou la Cour d'appel. Et on va parler plutôt de jugement quand c'est une juridiction de première instance, donc comme un tribunal judiciaire par exemple. Donc on va parler du jugement du tribunal judiciaire et pas de l'arrêt du tribunal judiciaire quand on veut faire référence à une décision en particulier. Et donc on parle de décision de justice pour désigner à la fois un arrêt ou un jugement, c'est la même chose. Et généralement, les décisions de principe sont toujours des arrêts. C'est pour ça qu'on parle d'arrêt de principe. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est rendu par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État. Donc l'arrêt de principe, d'abord, se distingue de deux types d'arrêts différents. Donc l'arrêt d'espèce d'abord, ça, je pense que vous êtes déjà au courant. L'arrêt d'espèce, il y a très peu de chances qu'on vous en donne à commenter en partiel. Ça peut arriver, hein, c'est toujours possible, mais c'est plus rare parce que on veut généralement vous faire travailler sur des arrêts qui ont une portée importante. L'objectif, c'est de voir si l'étudiant a bien compris les conséquences d'un arrêt sur un contexte juridique en particulier. Donc c'est très rare. Un arrêt d'espèce, en fait, on peut les voir en cours, c'est possible qu'on vous les cite, mais ce sera plus souvent à l'occasion d'une illustration pour vous montrer voilà, un exemple de d'une règle dont on vous parle et d'application d'une règle. On peut très bien vous citer un arrêt d'espèce. Donc un arrêt d'espèce, c'est une décision qui est liée au fait particulier du litige sur laquelle la juridiction se prononce. Donc à l'inverse de l'arrêt de principe, ici vous n'avez pas la formulation d'une règle de droit claire et générale qui est posée dans le contenu de la décision et qui pourra s'appliquer à d'autres situations. En fait, ça a peu d'intérêt pour nous en tant que juristes ou apprentis juristes pour vous. Donc comme je vous disais, ça intéresse peu la doctrine. Comme ça a une portée faible, évidemment, la doctrine a peu d'intérêt à le commenter.
On parle également pour les arrêts d'espèces de décision-application. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est lié à l'application, des faits, uniquement de cette affaire en particulier. Donc vous avez une hiérarchie d'importance, si vous voulez, entre les différents arrêts à connaître. Ça vous permettra de mieux, comprendre les arrêts que vous allez lire et de mieux réaliser vos commentaires d'arrêt. Ce n'est pas la même chose un arrêt de principe et un arrêt d'espèce. Vous avez également l'arrêt de règlement. Alors ça, c'est plus la culture générale, mais les arrêts de règlement permettaient au Parlement dans l'Ancien Régime, alors les parlements dans l'Ancien Régime, c'était des juridictions. Donc ça, c'est aussi une confusion à pas à connaître. C'était pas, comme à l'heure actuelle, une assemblée. C'était pas le pouvoir législatif, si vous voulez. Donc le Parlement, dans l'Ancien Régime, pouvait énoncer des règles de droit ayant vocation à s'appliquer dans l'avenir. Ce type d'arrêt est désormais prohibé par l'article 5 du Code civil, qui nous dit il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Donc les arrêts de règlement, on pose une règle ayant vocation à s'appliquer dans l'avenir. Donc vous allez me dire, quelle est la différence avec l'arrêt de principe? La différence, c'est que l'arrêt de principe, techniquement, une juridiction peut revenir dessus. Ça a vocation à... Enfin, ça peut en tout cas être modifié. Un arrêt de règlement, c'était comme une règle de droit officielle, si vous voulez. Un arrêt de principe, c'est une règle de droit plutôt officieuse. La nuance est brève et certains d'ailleurs critiquent, une partie de la doctrine peut critiquer les arrêts de principe en expliquant que certains arrêts de principe dans lesquels on a une véritable création d'une règle de droit jurisprudentielle pourraient être contraires à l'article 5 du Code civil. Mais donc, vous voyez, la différence, c'est quand même ici que la juridiction inférieure, techniquement, hein, n'est pas tenue de respecter un arrêt de principe, même si en réalité, c'est quand même très rare. Ça arrive, hein, mais c'est plutôt rare que les juridictions inférieures se rebellent face à un arrêt de principe. Mais ça arrive. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça se distingue de l'arrêt de règlement. Voilà, donc là, c'est ce que je vous disais. Donc la décision... Voilà, quand vous avez une juridiction de première instance ou une cour d'appel qui souhaite aller contre un arrêt de principe rendu par exemple par la Cour de cassation, c'est possible, mais il y a de grandes chances pour que finalement, de toute façon, la décision soit cassée à la suite d'un pourvoi en cassation. Donc la décision de principe, vous l'avez compris, se situe entre la décision d'espèce, qui n'a aucune portée générale, et l'arrêt de règlement, qui lui est prohibé en droit français, selon l'article 5 du Code civil. C'est l'héritage, si vous voulez, révolutionnaire. Enfin, on a souhaité justement aller contre cet héritage révolutionnaire. Voilà, vous avez un tableau récapitulatif ici. Ensuite, et l'essentiel de la vidéo va se situer là-dessus, on va se concentrer sur les indices permettant d'identifier un arrêt de principe. Comment on fait pour identifier un arrêt de principe quand vous tombez dessus? Vous avez ici donc un schéma récapitulatif que vous pouvez retrouver hein, sur le cours écrit qui est disponible gratuitement. On vous mettra le lien dans la description. Voilà. Mais on va revoir donc chacun de ces points dans cette vidéo. Sachez aussi, alors petit aparté, que là on se concentre principalement sur les arrêts de principe rendus par la Cour de cassation, mais que si vous êtes en droit administratif et que vous voulez des informations sur les arrêts de principe rendus par le Conseil d'État, ce qu'on va voir ici s'applique également pour la plupart des informations pour les arrêts rendus par le Conseil d'État, donc vous ne perdrez pas votre temps. Premier indice, vous l'avez compris, on l'a déjà dit, la juridiction ayant rendu l'arrêt. C'est vraiment très rare, mais ça peut arriver qu'on vous donne un arrêt de cour d'appel ou un jugement d'une juridiction de première instance à commenter, mais il y a peu de chances dans ce cas que ce soit un arrêt de principe. L'arrêt de principe, c'est quasiment tout le temps rendu par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État. Petit rappel, si vous êtes au point là-dessus, vous pouvez avancer au deuxième indice, mais parce que je sais qu'il y a des étudiants de première année qui ont du mal avec ça. En France, je vous rappelle, vous avez une hiérarchie de juridiction au sein de 2 ordres de juridiction. Vous avez d'un côté l'ordre administratif, de l'autre côté l'ordre judiciaire. Je reviens dessus parce que ça m'est arrivé de faire des oraux pour des premières années qui ne connaissaient pas cette distinction. Donc je sais que ça a une importance. Par exemple, quand vous êtes au sein de l'ordre judiciaire, vous avez le litige qui va d'abord être soumis à une juridiction de premier degré. Juridiction de premier degré, c'est quoi? Ça peut être le tribunal judiciaire, ça peut être le conseil des prud'hommes, ça peut être le tribunal de commerce. Ensuite, si la décision n'est pas rendue en premier et en dernier ressort, on va pouvoir faire appel. Donc si vous avez une partie qui fait appel de la décision de première instance, donc la partie, imaginez, une des parties n'est pas satisfaite de la décision, du jugement, elle fait appel.
On dit qu'elle interjette appel. Et puis ensuite, donc on est à la deuxième étape, si vous voulez. Ensuite, on va passer devant la Cour de cassation, qui est un juge du droit. Donc un jugement rendu par une juridiction de premier degré ou un arrêt de cour d'appel ne peut pas constituer une décision de principe. Ça, c'est vraiment pour que vous resituez un petit peu, si vous voulez, la hiérarchie des juridictions au sein des deux ordres. Et à l'intérieur des deux ordres, c'est le Conseil d'État pour l'ordre administratif qui est au-dessus et la Cour de cassation qui est au-dessus. Donc chacune de ces juridictions va rendre des décisions qui ont une portée évidemment plus importante, puisque en termes juridiques, en tout cas sur le droit, ce sont ces juridictions qui vont pouvoir se prononcer et, le cas échéant, casser les décisions qui ont été rendues par les juridictions de fond, la cour d'appel ou les juridictions de première instance. Donc, la première limite, c'est que ces juridictions inférieures peuvent rendre des décisions qui vont préfigurer un arrêt de principe, mais tant que ça n'a pas été consacré par la Cour de cassation ou le Conseil d'État, on ne peut pas parler d'arrêt de principe. Pourquoi ? Parce que elles pourront toujours être désavouées par le Conseil d'État ou par la Cour de cassation. Mais c'est déjà arrivé que des juridictions de fond initient un arrêt de principe. Alors je fais une petite pause les amis pour vous dire que si vous appréciez cette vidéo, déjà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça nous aide beaucoup, voire à commenter, ça nous permet de nous faire connaître. Et sachez que si vous voulez aller plus loin sur les cours de méthodologie juridique, vous avez dans la plateforme tous les cours de méthodologie juridique pour tous les exercices juridiques qui sont extrêmement détaillés. Donc vous avez plusieurs heures de cours. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus. Retour à la vidéo. Donc la décision nécessairement devrait être reprise. Deuxième indice, et ça c'est très important, si vous maîtrisez ça dans vos commentaires d'arrêt, mettre 2-3 phrases dessus quand vous avez les éléments d'information nécessaires, ça peut faire plaisir à votre correcteur. Donc, toutes les chambres de la Cour de cassation peuvent rendre des arrêts de principe. Mais lorsqu'un arrêt émane de certaines formations qui sont spécifiques au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, des formations qui sont dites particulièrement solennelles, vous avez un indice très fort d'arrêt de principe. Donc je vous rappelle, les arrêts qui sont rendus par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État ne le sont pas toujours selon la même formation. Dans la Cour de cassation, vous avez plusieurs chambres et plusieurs formations spécifiques, et donc il faut les connaître pour pouvoir identifier les arrêts qu'on vous donne et mettre quelques phrases dessus quand vous êtes dans un commentaire d'arrêt, notamment sur la partie dans la portée. Donc la composition et la nature de ces formations renforcent l'autorité morale des arrêts rendus. Donc ça, vous pourriez par exemple le reprendre dans un commentaire d'arrêt et expliquer le fait que cet arrêt ait été rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Vous pouvez même donner la définition de ce que c'est, on va voir juste après. Constitue un indice permettant de penser qu'il s'agit d'un arrêt de principe, puisque le fait qu'elle soit rendue par cette formation renforce l'autorité morale de cet arrêt. Bon, là, c'est un peu mal dit, je l'ai dit en plusieurs phrases, mais vous voyez l'idée, mettre 2-3 phrases comme ça là-dessus pour expliquer ce que c'est. Ça permet de montrer à votre correcteur, j'ai compris que ça venait d'une formation solennelle, je sais ce que c'est que cette formation, et j'ai compris aussi que parce que c'est rendu par cette formation solennelle, l'arrêt a une portée assez importante, plus importante qu'un arrêt qui serait rendu par une chambre classique. Donc, s'agissant de la Cour de cassation, les formations les plus solennelles sont la chambre mixte ou l'assemblée plénière. Donc, l'assemblée plénière, c'est quoi ? C'est une assemblée qui peut être réunie lorsque l'affaire pose une question de principe. Donc, on vous le dit, c'est dans le code de l'organisation judiciaire. Lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation. Et elle doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. Donc ça, c'est quand vous avez un arrêt de cassation, donc une décision de première instance, donc par exemple de cour d'appel qui est cassée, on retourne devant une cour d'appel de renvoi, la cour d'appel de renvoi rend une décision, et puis il y a à nouveau un pourvoi qui est formé contre cet arrêt. Dans ce cas-là, c'est la deuxième hypothèse, là ici, ça ira automatiquement devant l'assemblée plénière. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment des choses à noter et presque même à apprendre par cœur, parce que vous pourrez le réutiliser dans énormément de commentaires d'arrêt pendant toutes vos études. Ça montre que vous comprenez ce que sont les différentes formations de la Cour de cassation et que vous distinguez l'assemblée plénière de, je sais pas moi, la première chambre civile, la deuxième chambre civile. Vous connaissez bien la différence entre les différentes formations. Ça, c'est presque du cours d'institution juridictionnelle en réalité, mais il faut le connaître. Et ensuite, vous avez la chambre mixte. Donc, cette chambre mixte peut être réunie lorsque une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir
devant les chambres des solutions de divergence et doit l'être en cas de partage égal des voix. Donc là encore, c'est un indice fort d'un arrêt de principe. Donc ces deux formations vont rendre souvent des arrêts de principe, on vient de le dire. Pourquoi? Parce qu'elles ont un caractère solennel et puis leur composition est particulière. La composition d'une assemblée plénière, vous avez vraiment tout le gratin de la Cour de cassation qui est dedans. Donc ça donne un indice quand même de la difficulté de l'affaire sur laquelle on va se prononcer, donc sur la portée. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça, c'est même des choses que vous pouvez noter comme citation. Engage l'institution dans son intégralité au terme d'une procédure marquée de tous les attributs symboliques du faste et de la puissance. Ça engage l'institution, pourquoi? Parce que vous avez tout le gratin de la Cour de cassation qui va rendre cet arrêt. Entre guillemets, il n'y a pas le droit à l'erreur. Si tout le monde là se réunit pour rendre un arrêt sur une question de principe, c'est vraiment que c'est une affaire importante. Donc la doctrine estime qu'un arrêt rendu par l'Assemblée plénière ou la Chambre mixte constitue un arrêt de principe, la plupart du temps. Comme je vous disais, attention, c'est pas parce que l'arrêt est rendu par une chambre classique que ce n'est pas un arrêt de principe. Évidemment, vous avez de nombreux arrêts de principe qui sont rendus, par exemple, par la chambre sociale, par la chambre civile, par la chambre criminelle, etc. Mais ça ne veut pas dire que les autres formations ne peuvent pas rendre des arrêts de principe. Ça veut dire que l'Assemblée plénière et la chambre mixte, c'est presque systématiquement des arrêts de principe qui sont rendus. Pour le Conseil d'État, vous avez là aussi des formations solennelles. Donc, lorsque l'instruction de l'affaire est terminée, vous avez 4 formations qui sont compétentes pour rendre la décision. Pour les affaires simples, la sous-section qui a instruit l'affaire, qui rend elle-même la décision. Pour les affaires avec un certain niveau de difficulté, les sous-sections réunies ayant instruit le dossier rendent la décision. Ensuite, 3e degré, si vous voulez, pour les affaires qui soulèvent des problèmes juridiques particuliers ou qui présentent des implications politiques importantes, c'est la section du contentieux en formation de jugement qui est compétente. Donc là, on est quand même un peu au-dessus. Donc là, vous avez un signe fort d'arrêt de principe. Et puis ensuite, les affaires vraiment les plus importantes, qui peuvent, par exemple, impliquer un revirement de jurisprudence, c'est-à-dire un virage, si vous voulez, à 180 degrés, un changement de solution jurisprudentielle, ou qui vont soulever une question juridique nouvelle. Là, c'est l'Assemblée du contentieux. Donc ça, c'est la plus importante formation contentieuse qui sera ici compétente. Donc là, signe très fort d'arrêt de principe. Donc à repérer dans vos arrêts, c'est en haut, on vous indiquera à côté des numéros d'identification de l'arrêt, de la date, etc. Vous avez toujours le type de formation qui va rendre l'arrêt. Donc là, je ne sais plus ce que c'est l'abréviation. Vous aurez probablement A2S point, quelque chose comme ça pour l'Assemblée du contentieux. Mais faites vraiment attention à ça. Voilà, donc bon, on l'a dit, si c'est ça, là encore, si vous tombez sur un arrêt comme ça en droit administratif, il faudra l'expliquer rapidement. Il ne faut pas en faire trop, hein, on fait pas le but c'est pas non plus d'étaler ses connaissances, mais simplement 3-4 lignes pour montrer au correcteur que vous avez bien compris que là, du fait de la formation qui a rendu la décision, on est face à un arrêt qui a une portée importante. 3e indice, alors ça c'est très rare, mais je vous l'ai mis quand même. Certains arrêts vont être rendus après avoir entendu un spécialiste en amicus curiae. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une expression qui signifie ami de la cour. Donc c'est une personne qui sera ni partie au litige, ni témoin, ni auxiliaire de justice. C'est vraiment un tiers qui va intervenir sur la sollicitation de la cour. Alors je vais passer ça. Donc généralement, retenez que c'est un expert qui est réputé dans un domaine du droit en particulier. C'est une pratique qui a son origine en Angleterre, notamment au XVIIe siècle, et qui s'est développée au fil des années, etc. Bon, ça, j'alourdis pas, si vous voulez, le cours vidéo avec ça. Mais parfois, ça peut arriver que vous avez ça. Donc, si c'est ça, ça sera précisé dans l'arrêt toujours. Mais pourquoi, à votre avis, ça renforce l'autorité? Parce qu'on va faire venir un expert, donc imaginez, je sais pas, par exemple, un professeur de médecine qui va être consulté directement par la juridiction pour permettre à la juridiction de rendre son arrêt. Donc c'est fondamental ça de le noter. Si on a fait venir un expert, c'est vraiment qu'il y avait besoin ici, donc en amicus curiae, il y avait besoin d'éléments d'information sur une question complexe, et c'est un indice de la portée de l'arrêt. Mais il y a de grandes chances, là encore, que ce soit un arrêt de principe. Donc la loi a consacré cette pratique, consistant à permettre à la Cour de cassation d'inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. Donc là, vous avez l'article du Code de l'organisation judiciaire qui est concerné ici.
Donc ça encore, hein, à retenir, comme ça vous pourrez le réutiliser dans un arrêt, si vous savez que cette possibilité enfin que la Cour de cassation a fait usage de cette possibilité, c'est que l'arrêt a une autorité morale renforcée et donc ça constitue un indice fort d'un arrêt de principe. Donc ça, c'est un exemple. Avant de rendre un arrêt prohibant la pratique des mères porteuses, donc la gestation pour autrui, le professeur Jean Bernard avait suggéré qu'il fallait affirmer avec force que le corps humain ne se vend pas, ne se loue pas, ni en totalité, ni en partie. C'est un exemple, hein, d'amicus curiae, heu, notamment là, ici, dans un arrêt de principe. Donc ça, c'est rare, mais ça peut arriver et si ça arrive et que vous le notez, là, vous êtes sûr de gagner des points bonus, hein, ce sera vraiment apprécié des correcteurs. Donc c'est également prévu pour, la justice administrative, pour l'ordre administratif. Vous avez l'article ici, voilà. Je vais pas vous le lire, hein, je vous laisse, faire pause et le lire vous-même. 4e indice, les amis, la diffusion de l'arrêt. La diffusion de l'arrêt, donc, ça c'est plutôt, sauf si vraiment on vous l'indique quand vous êtes en épreuve, mais c'est assez rare. Si vous êtes chez vous et que vous avez un arrêt à commenter, vous pouvez très bien, faire quelques petites recherches pour savoir, si l'arrêt, a été particulièrement diffusé ou pas. Alors en fait, pourquoi pourquoi c'est un indice de l'arrêt de principe? Il faut imaginer que, c'est un peu, si vous voulez, comme un réel ou un short qui deviendrait, un peu viral. Plus vous l'avez partout, plus, il est diffusé, plus évidemment on va parler de ce réel ou de ce sur TikTok pardon, ou sur Insta. Quand vous avez, un réel qui buzz, bah, tout le monde l'a un peu vu et c'est un peu la même chose pour les arrêts. Quand un arrêt est diffusé, plus l'arrêt est diffusé, plus on va en parler, plus ce sera commenté par la doctrine, plus ça va faire le buzz, si vous voulez, dans le milieu juridique et donc plus c'est un indice d'arrêt de principe. Ça renforce même encore plus l'autorité de l'arrêt puisque tout le monde va en parler, tout le monde va le commenter et cetera. Donc les arrêts de la Cour de cassation peuvent être publiés au bulletin des arrêts de la Cour de cassation. C'est, la publication officielle de la Cour de cassation. Donc vous imaginez bien que si la Cour de cassation prend le temps, d'inscrire un arrêt en particulier dans cette publication officielle, dans le bulletin des arrêts de la Cour de cassation, c'est qu'elle y attache une certaine importance et qu'elle a, la volonté de le diffuser pour le rendre accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est un indice, si vous voulez, d'arrêt de principe parce qu'on imagine que si la Cour de cassation veut informer le plus grand nombre, c'est que peut-être que la solution, a vocation à s'appliquer à l'avenir dans des cas similaires. Donc ça démontre un attachement à la Cour de cassation à leur égard qui constitue un signe permettant de penser qu'il s'agit d'un arrêt de principe. C'est le président de la Chambre qui peut prendre la décision, de publier un arrêt. Vous avez également les lettres qui accompagnent l'arrêt. Alors ça, c'est sur les copies des arrêts remises aux parties, ainsi que dans les publications des arrêts de certaines revues, vous avez les lettres qui renseignent le lecteur sur le mode de diffusion des arrêts. Alors, faites simplement attention. Moi, je vous dis franchement, j'ai du mal à retenir à chaque fois, toutes ces lettres et surtout parce qu'il faut distinguer avant et après le 15 juin 2021. Mais c'est vraiment important, vous, d'essayer de le retenir par cœur parce qu'en fait, si vous tombez en partiel et que vous avez oublié à quoi correspondent les lettres, c'est dommage. Vous allez perdre la possibilité, d'expliquer rapidement, si l'arrêt était particulièrement diffusé ou non et c'est vraiment quelque chose qui est apprécié des correcteurs. Donc, vous les avez ici. Je vais pas les commenter avec vous parce qu'il y a rien à dire de particulier, mais voilà, plus, vous avez de lettres, plus, donc là P plus B plus R plus I pour les arrêts avant le 15 juin, enfin jusqu'au 15 juin 2021, c'est quand même signe de son importance. Là, P plus B plus R, signifie qu'elle a été mentionnée en plus au rapport annuel de la Cour de cassation. Donc vous imaginez, plus la diffusion est large, plus l'arrêt est important. Depuis le 15 juin, voilà, vous avez la lettre B qui correspond aux arrêts publiés au bulletin des arrêts de la Cour de cassation, donc on vient de voir. La lettre R, ce sont les arrêts publiés et commentés dans le rapport annuel d'activité de la Cour de cassation, donc c'est là aussi important. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, tapez dans Google rapport annuel d'activité de la Cour de cassation, vous allez voir, la Cour de cassation explique les arrêts qu'elle a rendus, elle fait des statistiques, etc. Et puis elle va reprendre les arrêts importants, si vous voulez. Donc là encore, ça peut être un signe d'arrêt de principe. La lettre L, lettre des chambres, qui correspond à l'ancienne lettre B. Donc vous voyez, on peut facilement s'en mêler les pinceaux. Et la lettre C qui correspond à communiqué. Donc là, c'est des lettres à l'usage interne de la Cour de cassation. Donc ça a un peu moins d'importance, mais quand même, il faut le relever si c'est noté. Donc là, ici, c'est les lettres B et R qui principalement sont utilisées pour hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. Donc si vous voyez ça sur les nouveaux arrêts, hein, prenez soin de le relever.
Le rapport annuel de la Cour de cassation, donc je viens d'en parler, important, si vous voyez un arrêt, si votre arrêt figure dans le rapport annuel de la Cour de cassation, il y a de grandes chances que ce soit un arrêt de principe. 5e indice, le type de contrôle effectué par la Cour de cassation. Pour avoir plus d'informations, je vous renvoie à l'article ici, au cours écrit, mais sachez qu'on distingue entre le contrôle normatif et le contrôle disciplinaire sur le type de contrôle exercé par la Cour de cassation. Contrôle disciplinaire, ça a peu d'importance parce que ça va porter simplement sur la forme ou la motivation des décisions. Donc vous imaginez bien que si c'est un problème de forme, de motivation des décisions, la portée est moins importante, parce qu'on ne va pas contrôler le fond ici de la règle de droit. Alors que si c'est un contrôle normatif, il y a de plus grandes chances, en tout cas pour la plupart des arrêts de principe, seront à l'occasion d'un contrôle normatif effectué par la Cour de cassation. Donc là, on va contrôler directement l'interprétation ou l'application d'une règle de droit, la qualification des faits, etc. Donc on va s'intéresser au fond de la question. 6e indice, ce sont les types de cas d'ouverture à cassation. Donc là, on rentre un peu dans quelque chose d'un peu plus technique, mais là, on le voit en surface, hein. Il ne s'agit pas ici de faire un cours complet sur les types de cas d'ouverture à cassation, déjà parce que c'est trop complexe, et parce qu'en plus, c'est pas utile. Mais il faut savoir rapidement que donc ces cas d'ouverture à la cassation, donc vous avez un article, l'article que c'est l'article 978 alinéa 3 du Code de procédure civile, qui exige, dans les matières où le ministère d'avocat à la Cour de cassation est obligatoire, que le demandeur au pourvoi précise les cas d'ouverture invoqués. Le cas d'ouverture invoqué. Donc c'est ça, le cas d'ouverture à cassation. Donc c'est la qualification de la critique adressée à la décision des juges du fond. Pour le dire plus simplement, vous avez une partie qui forme un pourvoi contre l'arrêt devant la Cour de cassation, parce qu'elle n'est pas satisfaite, par exemple, de l'arrêt de la Cour d'appel, elle va formuler des critiques. Ces critiques vont devoir être qualifiées juridiquement, ce seront des cas d'ouverture à cassation. Donc vous avez plusieurs cas d'ouverture à cassation, c'est la doctrine qui les regroupe comme ça en cas principaux et cas marginaux. Donc dans les cas d'ouverture principaux, vous avez la violation de la loi, très important quand vous avez ça, c'est souvent le signe d'un arrêt de principe. Le défaut ou manque de base légale, défaut et contradiction de motif, défaut de réponse à conclusion, dénaturation. Voilà, et après vous avez des cas marginaux qui sont plus rarement invoqués. Vous pouvez les apprendre rapidement, mais voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les deux premiers là. Violation de la loi, défaut, manque de base légale. Voilà pour les cas d'ouverture marginaux, excès de pouvoir, incompétence, contrariété de jugement, que vous pouvez retenir. Donc les arrêts de principe, comme je vous disais, ce seront souvent des arrêts dans lesquels le pourvoi est un cas de violation de la loi. Le cas de violation de la loi permet à la Cour de cassation de censurer directement le non-respect de la règle de droit. La Cour de cassation dit au juge du fond, non, c'était pas comme ça qu'il fallait interpréter tel article. Donc à travers ce contrôle, la Cour de cassation peut en profiter pour interpréter une règle de droit et donner des informations précises. Donc en fait, contourner un petit peu l'article 5 du Code civil, c'est ça un arrêt de principe, hein, et quand même poser une règle de droit à travers son contrôle. Donc à l'inverse, le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de contrôler que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit, donc il y a moins d'arrêts de principe dans ce type de cas, car le grief concerne plus la motivation de la décision plus que le fond de celle-ci. 7e indice, les amis, et rassurez-vous, on touche au but, c'est la présence d'un attendu de principe. Donc un attendu de principe, c'est quoi? C'est un bloc de texte, si vous voulez, qui va figurer dans l'arrêt et qui va poser une règle de droit générale se trouvant généralement après les visas dans les arrêts de principe. Donc leur formulation s'apparente à celle d'une loi. Les arrêts de principe, les attendus de principe les plus importants sont des attendus de principe qui sont créés directement par la Cour de cassation. C'est-à-dire que vous ne les retrouvez pas dans votre code civil, par exemple, si ça porte sur une matière civile. Parfois, vous avez simplement en début donc un attendu de principe qui va être le rappel du texte par la Cour de cassation. C'est aussi un attendu de principe, mais là où ça a une portée très importante, c'est quand la Cour de cassation pose une règle que vous ne retrouvez pas dans la loi, puisque là, elle va poser vraiment une règle d'interprétation en expliquant, voilà, la règle c'est ça, et ça va avoir vocation à s'appliquer. Alors, sachez qu'il faut distinguer entre les arrêts qui sont rendus avec l'ancienne forme de rédaction et les arrêts qui sont rendus avec la nouvelle forme de rédaction. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Je reviens pas, hein, sur l'ancienne forme de rédaction, nouvelle forme de rédaction. J'en parle dans plein de vidéos et je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais sachez simplement que la nouvelle forme de rédaction, les arrêts sont plus faciles à lire. Le but, c'était d'améliorer la lisibilité des arrêts
pour éviter que ce soit réservé à que la lecture des arrêts, la compréhension de ces arrêts soit uniquement réservée aux juristes qui accomplissent, si vous voulez. Donc, alors, autre chose à savoir aussi, c'est que les attendus de principe peuvent parfois figurer dans les arrêts de rejet, même si la plupart du temps, ce sera dans les arrêts de cassation. Mais en réalité, vous pouvez les retrouver dans les deux. Alors, dans un arrêt de cassation, où est-ce que se trouve l'attendu de principe? Donc, je rappelle, un arrêt de cassation, c'est un arrêt qui casse la décision rendue par la cour d'appel. Donc, une personne forme un pourvoi, donc le demandeur au pourvoi forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel et il obtient satisfaction. La cour de cassation dit oui, ok, ça m'a convaincu, je vais casser la décision rendue par la cour d'appel. À l'inverse de l'arrêt de rejet, où la cour de cassation dit non, je ne suis pas convaincu, je rejette ton pourvoi. Donc, entre guillemets, je valide l'arrêt de la cour d'appel. Pour simplifier, évidemment, ça peut être plus complexe que ça en pratique, mais pour simplifier, c'est ça. Donc l'attendu de principe est situé dans la première partie de l'arrêt de cassation, juste après le visa. Donc vous avez d'abord le visa. Alors le visa, c'est quoi? C'est le texte qui est l'objet de la question sur laquelle va se prononcer la Cour de cassation, donc le texte légal. Ensuite, on a l'attendu de principe, ou chapeau, on parle aussi de chapeau. Puis on a l'exposé des faits de la procédure, le contenu de la décision faisant l'objet du pourvoi, les raisons pour lesquelles l'arrêt en cours de cassation et la cassation et le dispositif. Donc, prenons un exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Vu les articles 1382, 1384, alinéa 5 du Code civil. Donc là, c'est un exemple avec un arrêt de principe, l'arrêt Costé de hâte. Vous voyez ici, c'est le visa. Donc, vu les arrêts, c'est pour ça qu'on parle de visa, et puis vous avez les textes du Code civil concerné. L'attendu de principe, attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Hop, vous voyez ici, on pose une règle, enfin la Cour de cassation pose une règle qui a tous les allures d'une règle de droit. C'est ça l'attendu de principe. Et après, voilà, vous avez le reste des éléments. Donc ça, c'est pour un arrêt de cassation selon l'ancienne forme de rédaction. Ensuite, vous avez, dans un arrêt de rejet, aussi la possibilité d'avoir un attendu de principe. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, je passe ça parce que je viens de l'expliquer. Alors, cet attendu de principe, il peut se situer, c'est pour compliquer un peu les choses, la Cour de cassation le met parfois soit au début, soit à la fin. Donc là, vous voyez ici, mais attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique, etc. Bref, vous avez un attendu de principe qui est posé au niveau de la solution, mais au début pour bien rappeler la règle qui est posée ici. Donc c'est à vous de voir en fait à quel endroit vous allez avoir une règle qui ressemble à une règle de droit, mais qui ne figure pas qui n'est pas une règle légale, qui a été directement posée par la Cour de cassation. Donc dans de très rares cas, c'est ce que je vous disais, le visa à l'attendu de principe peut figurer en tête d'un arrêt de rejet. Vous voyez ici. Donc là, c'est en haut. Attendu que le taux d'intérêt conventionnel, etc., c'est en haut, donc voilà, ça peut descendre. Vous voyez, rejette le pourvoi ici qui nous indique qu'on est dans un arrêt de rejet. Voilà, ça c'était simplement pour que vous puissiez voir un petit peu où ça peut se situer. Donc dans les nouveaux arrêts, vous savez, les nouveaux arrêts, c'est un peu plus simple. On vous marque directement, il y a comme un plan interne de la décision qui vous explique où sont les faits, etc. Donc l'attendu de principe n'existe plus vraiment en tant que tel, puisque avec la nouvelle forme de rédaction, on n'a plus attendu que, etc., qui permettent d'introduire chaque phrase de l'arrêt. On n'a plus ces formules-là. Mais évidemment, on a toujours ce qui correspond à ce qu'on appelait les attendus de principe, c'est-à-dire des règles de principe posées par la Cour de cassation. C'est toujours le cas. Donc on peut parler, si vous voulez, de chapeau, et vous l'avez généralement toujours après la partie réponse de la Cour. C'est ce que nous dit le guide des nouvelles règles relatives à la structure, à la rédaction des arrêts. Il me semble que j'en ai déjà vu des arrêts où cet attendu, il n'était pas après la partie réponse de la Cour. Je crois que je l'avais déjà vu en haut. Mais bon, voilà ce que nous dit le guide. Donc là, vous l'avez, partie réponse de la Cour. Vous pouvez avoir ici, à ce niveau-là, un attendu de principe. Donc ça tombe souvent maintenant, les arrêts de principe, parce que bon, c'était quand même il y a 5 ans, la réforme. Donc vous pouvez tomber sur un arrêt avec la nouvelle forme de rédaction. C'est même fréquemment le cas. 8e indice, et je vous rassure, on a bientôt fini, les commentaires de la doctrine. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un peu en comparant, si vous voulez, un réel ou un short qui a buzzé et
Et un arrêt, de principe, c'est la même chose en fait. Si l'arrêt de principe est diffusé, il va être commenté par la doctrine et plus il est commenté, plus cela signifie qu'il a eu qu'il aura eu, une influence sur le contexte juridique et c'est pour ça qu'il va être, particulièrement commenté, parce que justement la doctrine s'intéresse aux arrêts qui vont modifier, l'état, du droit positif et donc c'est le but même de la doctrine, hein, c'est d'expliquer le droit pour le rendre plus compréhensible et de le critiquer afin de le faire évoluer en influençant le juge ou le législateur. Donc c'est, logique qu'en cas d'arrêt ayant une portée importante, vous avez de nombreux auteurs qui cherchent à expliquer ou à critiquer ce type d'arrêt. Alors comment on fait pour savoir si un arrêt a fait l'objet de beaucoup de commentaires doctrinaux? Je vais vous montrer un petit exemple rapidement, en utilisant un moteur de recherche juridique spécialisé, comme par exemple le Doctrinal, mais ça pourrait très bien être Dalloz. Là, je vais vous prendre un exemple avec le Doctrinal, pour vous montrer. Alors le Doctrinal, c'est accessible via les bases de données, mais je vous montre rapidement. On va prendre cet arrêt, voilà, on va prendre l'arrêt là du 4 mai 2017, je vais le faire avec vous, avec le numéro de pourvoi, donc 16 17 189. On va faire ça tout de suite. Donc 16 17 189 et là vous voyez, voilà, ça apparaît. Donc faut faire attention quand même à respecter sur les moteurs de recherche, le tiret d'abord et ensuite le point. Vous voyez ici, bon voilà, ça donne quand même un indice, que c'est un arrêt, voilà, qui a été particulièrement commenté. Si vous faites pareil sur la base de données Dalloz, vous allez voir que, donc ça c'était un arrêt sur le sexe neutre. Vous allez voir que c'est un arrêt qui est particulièrement commenté, donc gros signe, d'arrêt de principe et pourtant ça c'était un arrêt de rejet, hein, c'était pas un arrêt de cassation. Alors à savoir, parce que vous pouvez, réutiliser cette information dans un commentaire d'arrêt, vous avez certains auteurs qui estiment qu'un arrêt qui ferait l'objet de nombreuses critiques doctrinales et d'une résistance importante des juges du fond ne pourrait être qualifié d'arrêt de principe, car il manque dans un tel cas la commune reconnaissance ou l'assentiment des intéressés. Donc on pourrait, par exemple considérer vous avez parfois, notamment, c'était, à l'occasion en droit du travail, des ordonnances, Macron, qui avaient mis des barèmes sur les indemnités prud'homales. Vous avez vraiment eu une rébellion, de beaucoup de juges du fond. Donc voilà, c'est en fait, si vous êtes amené à commenter, ce type d'arrêt, vous pourriez apprendre par cœur ce type de phrase et expliquer ça, c'est très bien dans un commentaire d'arrêt de reprendre ça en citant, rapidement, voilà, de quel auteur vient, cette réflexion-là. Ça montre vraiment que vous, avez des connaissances, générales qui vont au-delà de simplement des connaissances de cours. Donc les arrêts de principe ont tous, un point commun, c'est le neuvième indice, c'est qu'ils apportent un élément nouveau dans le droit positif. L'arrêt établit une solution nouvelle, c'est-à-dire inconnue avant sa publication et c'est la raison, pour laquelle il présente un intérêt juridique important. Bon, si l'arrêt constitue un revirement de jurisprudence, c'est que l'arrêt a encore plus de portée. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation, procède à un revirement de jurisprudence, heu, quand elle procède à un revirement de jurisprudence, elle va modifier l'état du droit positif. Elle revient sur une solution, sur laquelle elle s'était déjà prononcée et ça peut poser des problèmes, les revirements de jurisprudence, du point de vue de la sécurité juridique des justiciables. Donc quand on est face à un revirement de jurisprudence, c'est vraiment, qu'on a eu une modification, qui est importante. La Cour de cassation, normalement, essaye, d'y aller par petites touches et pas, de procéder à des revirements brutals, ce qu'on appelle la politique des petits pas, pour éviter justement, trop de porter atteinte à la sécurité juridique pardon, des justiciables. Voilà, donc c'est ce que j'explique ici, voilà, je vous laisse lire. Et 10e indice enfin, c'est la médiatisation de l'arrêt. Vous avez certains arrêts qui sont particulièrement médiatisés en raison des sujets de société sur lesquels ils portent. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai pris par exemple, pour l'arrêt qui était commenté par la doctrine, de l'arrêt sur le sexe neutre. À l'époque, c'était un arrêt qui, avait été particulièrement, médiatisé parce qu'il refusait la reconnaissance du sexe neutre sur l'état civil. Hem et donc voilà, c'est quand l'arrêt est médiatisé, que vous en avez entendu parler et cetera et que vous avez des journaux généralistes qui vont en parler, c'est encore un indice d'un arrêt de principe.